Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour ce deuxième épisode des podcasts AIM, on se retrouve avec Waldo, le frontman du groupe antifasciste Etxeginha. Je m'appelle Waldo et je suis bassiste, chanteur et compositeur dans le groupe Etxeginha. Etxeginha, c'est un groupe de black metal engagé. Le black metal, c'est un genre de métal extrême développé notamment en Scandinavie dans les années 90 et qui s'est développé partout en Europe et dans le monde. Ce style a été repris par beaucoup de sympathisants fascistes et d'extrême droite qui ont voulu utiliser cette musique pour véhiculer leurs idées nauséabondes. Bien qu'il y ait des groupes engagés très à gauche depuis les années 90, ils sont rares et depuis les années 2010, il y a une mouvance qui est véritablement née qui s'appelle le RABM, le black metal rouge et anarchiste, et qui lutte contre cette complaisance de beaucoup de fanatiques de métal extrême et de musiques extrêmes qui pardonnent volontiers à des groupes très problématiques leur idéologie tant que la musique qu'ils composent est jugée de qualité. Mon projet Etxeginha s'inscrit dans cette mouvance et veut être un étendard franco-espagnol de ce genre-là pour lutter contre cette complaisance, contre ces groupes-là, contre leur prolifération. Etxeginha, c'est un mot basque qui signifie constructeur, et plus précisément constructeur de maisons. Et c'est le surnom qui avait été donné à mon arrière-grand-père, Ciriaco Orihuela-Lanzábal, qui n'avait pas spécialement de rapport avec son activité professionnelle. Lui, il était maître armurier à Eibar, à Guipúzcoa. Et donc du coup, mon arrière-grand-père en fait a été un rescapé des bombardements de Guernica. Et il refusait notamment aussi de livrer des fusils aux fascistes. Et plusieurs années après, il a été aussi torturé par le régime franquiste. Donc pour moi, c'était à la fois une façon de... C'était le mot parfait en fait pour nommer un projet qui parle de la guerre civile espagnole, qui fait à la fois honneur à mes ascendants antifascistes, à leur combat, à la souffrance qu'ils ont vécue, et en même temps avec ce sens fort de construire quelque chose, parce que je pense que c'est super important quand on lance un projet un peu comme ça, de ne pas être juste dans une forme de rancœur, même si je pense qu'elle est inévitable d'une certaine façon, mais bien d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec toute cette merde, en fait, avec toute cette boue, toute cette souffrance, qu'est-ce qu'on peut faire. Et donc c'est un peu l'objectif du projet, c'est d'avoir un regard sur l'histoire de la guerre civile espagnole, sur les conséquences qu'elle a encore, son actualité, et qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça, et qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut construire autour de ça, donc avoir à la fois un pied dans le passé et un pied dans le présent. En ce qui concerne la création du groupe, je pense qu'il y a deux grands axes. Il y a à la fois la création matérielle du projet. Donc là, c'était juste, on va dire, un besoin viscéral de créer mon propre projet. J'ai commencé la basse assez tardivement, autour de 18 ans, et en fait, c'était un peu l'opportunité de monter sur scène, donc j'ai un petit peu enchaîné les groupes, les sessions, et j'étais jamais le noyau conceptuel ou le noyau de composition de ces groupes-là. Et donc du coup, j'avais besoin de lancer mon projet. Mais à ce stade-là, il n'y avait pas d'Etxeginha qui soit, il n'y avait pas une volonté politique derrière. Et donc dans tout ce qui est création du groupe, j'ai été épaulé par mes camarades d'Akedia Mundi, groupe dont je suis bassiste depuis 2015, et notamment par Titouan, qui m'a aidé à la composition des premiers morceaux de l'EP qu'on est en train d'enregistrer actuellement. Pour ce qui est de l'identité politique et esthétique du groupe, à vrai dire, Etxeginha, c'était même pas mon premier choix. C'était même pas mon deuxième ni mon troisième. J'avais vraiment une envie assez simple, moi, de juste créer mon projet. Et limite même de créer quelque chose d'assez peut-être traditionnel en un sens. Quelque chose qui est des airs un peu campagnards. Donc quelque chose qui aurait pu peut-être plaire à un public de droite, mais venant de quelqu'un avec des convictions de gauche, on va dire. Ce qui a changé, c'est
au début de l'année 2019, il y a pas mal de langues qui se sont déliées dans ma famille. On a beau être 81 ans après la fin de la guerre civile espagnole, ça reste un sujet très actuel et surtout très tabou. Il y a beaucoup de silence autour de ça. Moi, je savais très bien de quel bord se trouvaient mes ascendants, mais j'avais eu que très peu de précisions sur leur vie, sur leurs difficultés, sur la souffrance que ça avait pu engendrer. Et je pense qu'en ayant plus de connaissances, en ayant plus de précisions sur mon arbre généalogique, il y a une espèce de graine qui a commencé à germer et elle a fini par fleurir, je pense, à l'aide de documentaires et de nombreuses lectures. Pour moi, le point de non-retour, c'est sans aucun doute le visionnage du documentaire Le silence des autres de Almudena Caracedo et Robert Bahar, qui a été produit par un des frères Almodovar. Et c'est d'ailleurs même pas un documentaire que j'ai choisi d'aller voir de mon propre gré, c'est ma petite amie qui m'y a emmené un jour de Saint-Valentin. Donc ça a été une Saint-Valentin très particulière, on va dire, parce que tout le monde dans la salle de cinéma s'est mis à pleurer lors du visionnement de ce film qui est juste incroyable. Et donc le silence des autres, c'est un documentaire qui parle des victimes du franquisme par le biais de la loi d'amnistie de 1977. Alors en 1977, on se trouve 2 ans après le décès de Franco qui a été au pouvoir pendant 36 ans, tout de même, faut le souligner. Et en 36 ans, la lutte antifasciste, elle n'a pas spécialement arrêté pour autant, hein. Il y a plein de prisonniers politiques, il y a une forte répression policière et armée. Et donc la loi d'amnistie de 1977 se proposait d'être une espèce de pardon général dont l'objectif aurait été une espèce de réconciliation sociale. Il y a eu beaucoup de lois d'amnistie aussi dans les pays d'Amérique centrale ou d'Amérique latine, et depuis, ils ont été abrogés pour pouvoir, entre guillemets, fermer ces blessures ou passer à autre chose et pouvoir parler vraiment de ces problèmes. Ça n'a pas été le cas en Espagne. Donc en Espagne, en 77, on relâche les prisonniers politiques, mais on pardonne les bourreaux. Donc la police reste la même, le personnel politique reste le même, et de nombreuses victimes de torture se retrouvent à vivre à 3 pâtés de maison de leurs tortionnaires. Donc ce documentaire, il est très fort. Il est notamment centré sur la lutte d'activistes espagnols qui vont saisir une juge en Argentine, qui sont donc obligés de saisir une juge dans un pays étranger, mais qui est quand même assez proche culturellement du leur, pour faire en sorte que les crimes du franquisme soient reconnus comme des crimes contre l'humanité. Et donc ça suit plusieurs individus, mais c'est quand même très centré sur ce combat-là. En ce qui concerne mes lectures, il y a bien évidemment un incontournable lorsqu'on parle de la guerre civile espagnole, c'est Paul Preston, qui est un grand historien de la guerre d'Espagne, c'est un historien britannique. Et je recommande énormément les éditions illustrées de la guerre d'Espagne et de la mort de Guernica, parce que c'est pas toujours évident de se farcir des bouquins de 600 pages d'histoire écrits par et pour des historiens. Donc avoir des ouvrages un peu plus succincts, mais qui permettent quand même d'avoir un grand bagage sur une question, c'est super intéressant. Et puis ils sont illustrés avec brio. Donc la mort de Guernica, ça a inspiré un des morceaux de notre EP, qui traite du fait que durant les bombardements de Guernica, en fait, il y a énormément de destruction matérielle et de décès, bien évidemment, parce qu'on est sur un bombardement massif de l'aviation allemande et italienne en partie. Et à Guernica, en fait, Guernica, c'est le berceau sacré du Pays Basque, on va dire. C'est le berceau traditionnel du Pays Basque. Et il y a à Guernica un chêne, un petit chêne, qui n'a pas été détruit en fait par tous ces bombardements. Et donc je trouvais ça très poétique, cette vision d'un arbre, et on n'est même pas en train de parler de cette image de l'arbre centenaire très fort, très grand, robuste, qui fait des dizaines de mètres de haut. On parle d'un petit chêne qui parfois... il y a même des articles qui disent oula, le chêne de Guernica est en train de crever, il faut faire attention. Et donc voilà, l'image de cet arbre un peu comme témoin et comme gardien de l'histoire et de la mythologie basque, c'était quelque chose qui m'intéressait énormément.
Un ouvrage que je pourrais recommander pour les gens qui s'intéressent à la place des femmes dans la guerre civile espagnole, c'est Libertarias, Femmes anarchistes espagnoles, coordonné par Hélène Finet, qui est très intéressant et qui retrace l'histoire de beaucoup de personnages et de grandes figures féminines dans ces conflits-là, notamment la création du journal et de l'organisation Mujeres Libres. Et je pense qu'on ne parle pas assez de l'implication des femmes dans ce combat-là. Et l'œuvre, en tout cas, qui a laissé en moi on va dire, une trace indélébile et profonde, c'est celle de Eduardo de Guzmán. Donc ça, c'est vraiment ma grande référence, et c'est en partie à lui que sera dédié ce premier disque. Eduardo de Guzmán, c'était un journaliste anarchiste originaire de Madrid qui a écrit de très longs témoignages de son expérience du conflit. C'est un homme qui est resté à Madrid durant tout le conflit, donc qui a beaucoup écrit, qui a beaucoup publié, et qui ne quitte Madrid que lorsqu'en fait les forces franquistes rentrent dans la ville en parade, quoi. Donc lui, il tente de fuir par bateau en Catalogne, et puis il se rend à Alicante pour prendre un autre bateau. Et c'est là qu'il est arrêté, parce qu'en fait, à Alicante, il y avait des bateaux qui devaient extraire les forces antifascistes d'Espagne. En fait, il se retrouve encerclé par les forces italiennes qui pratiquaient la terre brûlée d'ailleurs à l'époque. Et les bateaux restent à 500 mètres des quais, de peur d'ailleurs que les gens n'en prennent possession. Et donc du coup, il n'y a aucune extradition des forces antifascistes, tout le monde est arrêté et envoyé dans des camps de concentration. Donc Eduardo de Guzmán, c'est quelqu'un qui a connu 2 camps de concentration. Tout d'abord, un camp de concentration de misère, on va dire, qui est celui de Los Almendros, où il restera quelques semaines, et puis celui de Albatera, qui est considéré comme l'Auschwitz espagnol. C'est un camp à ciel ouvert où les gens dorment à ciel ouvert dans la boue, sous la pluie, où l'on ne mange que très rarement, où on n'a droit à aucune visite, où des gens viennent pour essayer de reconnaître des membres de l'armée antifasciste, où de nombreuses personnes se font fusiller chaque jour, où tout d'un coup on voit des anciens antifascistes dénoncer leurs anciens camarades. Donc c'est un véritable récit très très c'est pas un récit, c'est un témoignage, hein, très très déchirant, puisque c'est pas là que s'arrête son aventure. Après, il est reconnu, arrêté, torturé, condamné à mort, pas exécuté, et c'est après la mort de Franco qu'il peut publier 3 des ouvrages qui m'ont inspiré, donc Nosotros los asesinos, nous autres les assassins, La muerte de la esperanza, la mort de l'espoir, et El año de la victoria, l'année de la victoire, qui fait référence du coup à la victoire fasciste, qui est annoncée d'ailleurs le 1er avril 1939, ce qui est une grande ironie pour les forces antifascistes de l'époque. Alors le processus créatif, il est très différent, parce que c'est moi qui ai le noyau de composition. Donc forcément, moi j'ai été épaulé par Titouan, qui est un guitariste qui joue dans Akedia Mundi, dans Epectas, dans Filth Cult et dans plein d'autres projets, et qui lui-même a un certain sens de la mélodie assez prononcé. Pour moi, la dissonance caractéristique d'un groupe comme Akedia Mundi, c'est pas ce qui est le plus naturel pour moi. Donc l'avantage d'être étudiant en jazz, ça permet aussi de contourner nos inclinaisons de base pour créer certains sons. Mais moi, je pense que j'ai un sens de la mélodie assez personnel, et je chante beaucoup en fait quand je compose, et donc forcément ça donne, c'est sans doute de là que vient le côté très mélodique et épique de mes compositions. Comme j'ai été bercé dans la musique classique dès mon plus jeune âge, que j'ai une mère qui est chanteuse lyrique, il doit y avoir une empreinte musicale certaine, à laquelle s'ajoutent en plus, je pense, mes origines espagnoles. Et donc voilà, je pense que de toute façon, moi, ça a toujours été mon objectif, c'était de créer un projet aux sonorités épiques et mélodiques. Et donc après ce disque-là, Titouan devrait quitter l'aventure, parce qu'il a déjà bien assez dans son assiette. Mais ça continuera d'être en tout cas quelque chose de très mélodieux. Ce sera un peu différent, parce que forcément ce sera que ma patte à moi. Mais c'est pour ça en fait que c'est aussi différent. Moi j'apprécie énormément de style, mais c'est vrai que là c'est l'occasion pour moi d'affirmer mon identité en tant que compositeur dans un projet où je suis pas juste arrangeur, ou
ou assistant ou session, même si c'est quelque chose que j'adore énormément faire. J'aime beaucoup arriver dans un projet qui existe déjà et proposer des arrangements, et ça fait partie de façon de mon futur métier, quoi. Donc c'est forcément quelque chose qui m'enthousiasme beaucoup. Mais en tout cas, voilà, si c'est différent, c'est parce que bah, c'est moi qui ai aux platines et que bah, j'utilise mon sens de la mélodie personnel, quoi. Dans des projets liés au black metal et à la scène RABM, en France, je ne sais pas si je me sens proche de beaucoup de monde. Alors, j'ai bien évidemment ma clique d'amis, les gens avec qui on tourne et qu'on considère un peu bah, voilà, comme des alliés ou des personnes safe. Sans doute en groupe RABM ou avec des membres très politisés, il y a forcément Morte Éminence à Rouen, il y a Déception à Paris, il y a R à Toulouse. Les gens s'étonnent souvent que R soit un groupe avec des membres antifascistes, mais c'est le cas. D'ailleurs, Mathieu a pas mal bossé avec moi sur certaines choses liées au groupe. Il a fait des affiches pour nous qui ont permis de faire des collectes de fonds. Donc je pense que c'est peut-être les trois groupes un peu engagés, très liés à cette scène-là. Après, bien évidemment, il y a une myriade de groupes, beaucoup plus axés crust en France. Peut-être à Marseille, il y a Grust Terror, qui est en plus crust black. À Angers, il y a Amer, qui est plus crust noise. Après, je pense si on parle de groupe avec une démarche politique et vraiment dans la scène RABM, je pense que le vrai terreau fertile de cette scène-là, actuellement, c'est aux États-Unis et par extension sur tout le continent américain. Alors, on n'a qu'à voir le succès de duos féministes comme Feminazgul qui a complètement explosé cette année, ou même comme Ragana. D'ailleurs, c'est pas étonnant que voilà, quand Don Red fait une tournée aux États-Unis, c'est avec Ragana qu'il tourne, par exemple. Et il y a plein aussi de labels antifascistes aux États-Unis. Forcément, comme c'est un pays énorme, il y a plus de petites structures qu'en Europe, je trouve. Donc, on pense par exemple à Tridroid Records, qui est beaucoup plus engagé depuis le changement de propriétaire, qui a produit les versions cassettes et vinyle du dernier album de Feminazgul. Il y a Realm and Ritual aussi, je crois vers Chicago, je me trompe peut-être, mais qui fait énormément de petites sorties cassettes de groupes antifascistes partout dans le monde, et qui sont d'ailleurs très souvent sold out. En groupe anti-impérialiste de New York, par exemple, on a Sarparast, avec des membres, des membres racisés. Donc en fait, je pense que moi, je ressens une très grande concentration de musique extrême faite par des personnes racisées, des femmes et des femmes trans et des personnes queer aux États-Unis. Je trouve que c'est vraiment là où c'est en train de se développer. Il y a plein d'autres projets très intéressants. Si on parle par exemple d'Amérique latine ou d'Amérique du Sud, il y a le projet écologiste chilien Ecologist qui a sorti un très bel EP en mars. C'est un groupe que j'aime particulièrement. Moi, j'aime beaucoup les œuvres un peu totales. Ça se ressent sans doute dans le concept de mon projet. Et au Brésil, sinon, il y a par exemple le grand étendard du RABM brésilien qui est Pessimista, qui est un one-man band de black metal avec un sens de la mélodie assez traditionnel et des mélodies très catchy, avec qui on va sans doute collaborer. Après, en Europe, il y a effectivement plein de groupes dont je me sens proche. C'est presque inutile de citer Don Red, mais des groupes plus petits. En Allemagne, par exemple, il y a Toadeater, dont le premier album est sorti cette année, et c'est une tuerie totale. C'est très léché, la production est superbe, il y a un vrai caractère, une véritable identité, je trouve. Et peut-être le groupe européen dont je me sens le plus proche, même si c'est pas forcément celui que j'écoute le plus, c'est le groupe de black metal anticapitaliste Yovel, qui rencontre un très grand succès. Et je pense qu'en termes d'esthétique et d'approche, on se retrouve pas mal. Et à Athènes d'ailleurs aussi, il y a VOAK, un VOAK, un projet pro-féministe avec un style assez classique, qui d'ailleurs pourrait plaire à pas mal de gens, parce que ça montre que le NSBM n'a pas le monopole de certains riffs. Puis après, voilà, il y a les, je sais pas, il y a les Écossais de Grotstrigoi qui sont aussi des antifascistes qui font un DSBM très intéressant. Et de manière générale, je pense que je me sens proche de tous les groupes qui utilisent leur militantisme comme un véritable outil et pas juste comme un outil de communication en fait. De toute façon, je pense pas que la scène soit assez grande pour tirer vraiment de l'argent ou une grosse reconnaissance, même si on voit quand même fleurir parfois des groupes
qui essaye de s'affilier à ces mouvances-là pour après décevoir le grand public, ou en tout cas une partie du public. Mais voilà, je pense tout ce qui s'est fait avec le American Bail Fund, auquel a participé Feminaz Gül et plus de 60 groupes, pour récolter des 19 millions de dollars, c'est quelque chose d'incroyable. Nous, on a eu la chance de participer à plusieurs compilations. Une compilation brésilienne, The Ghost Town Initiative, qui était en collaboration avec la CNT Gironde, qui a reversé énormément de fonds aux travailleurs précaires lors des débuts de crise du Covid-19 en mars, enfin durant le premier confinement en tout cas, et après plus récemment sous les pavés la rage. Nous, on a fait notre propre collecte de fonds avec Mathieu Deher qui m'avait aidé avec un visuel. On a vendu sur Etcheguigny plein mal de posters et en fait on a pu faire un don d'à peu près 300 € à la défense collective de Toulouse qui vient en aide aux manifestants incarcérés, quel que soit leur bord politique d'ailleurs. Qui met tout un système en place pour écrire aux prisonniers, donc qui lutte contre la brutalité policière, les violences policières. Donc pour moi c'est super intéressant et c'est super. Il y a une vraie fierté de se dire qu'un groupe qui a sorti un seul single il y a un an a pu participer à la récolte de plusieurs milliers d'euros pour plusieurs causes différentes, mais toujours des causes qui vont dans un sens du progrès et de l'entraide, je pense, de toute façon. Ça rappelle un peu le titre de l'ouvrage de Kropotkin, quoi, l'entraide, un facteur d'évolution. Et je pense que c'est cette vision-là que j'ai envie de promouvoir, en tout cas avec ma musique, donc n'importe quel groupe qui est dans cette ligne éditoriale-là, dans ce genre de concept et dans ce genre d'état d'esprit, bah, c'est un groupe dont je vais me sentir proche. Les années 30 en Espagne, c'est une espèce d'âge d'or de la culture de l'affiche. Il y a la révolution industrielle qui est passée par là, au milieu du 19e siècle. Et ça a démocratisé une forme d'expression artistique nouvelle, et tant les antifascistes que les rebelles carlistes vont en produire en masse. Il y a un très bel ouvrage photographique en français, pour une fois, parce que je consulte beaucoup d'ouvrages espagnols. Donc cet ouvrage s'appelle Guerra Gráfica, de Michel Lefebvre Peña. Et donc on a énormément d'affiches et d'images après, de photos, d'archives qui sont très intéressantes. Moi, c'est une esthétique qui me plaît particulièrement parce qu'elle est très directe. Et donc cette pochette en question, on s'est inspiré d'une affiche des années 30, une affiche française qui demandait des armes pour l'Espagne antifasciste et où figuraient effectivement les logos de la CNT et de la Fédération anarchiste ibérique. C'est un visuel qui m'a beaucoup scotché parce qu'à la base il y avait aussi pas mal d'éléments qui renvoyaient aussi à mon histoire familiale. Et pour réaliser ce montage, j'ai fait appel à Lenny, qui est chanteur dans Filth Cult, qui est graphiste. Son compte pro, c'est SP Fly Industry. Et quant au logo du groupe, il a été fait par Paulus Magnus. Et je suis très content du travail qu'il a fait, que les deux ont fait d'ailleurs. Parce que voilà, on est sur des visuels assez géométriques, où on joue beaucoup sur les notions de construction, de déconstruction. Et c'est quelque chose qui me tenait à cœur, oui. Après, on va sûrement peut-être changer d'esthétique un jour, on va peut-être pas rester dans une espèce de fidélité aveugle à cette esthétique-là, mais je pense que je vais continuer de m'en inspirer, oui. Alors le black metal, c'est un style qui quand même, à la base se veut apolitique, ou ou en tout cas politiquement en opposition avec une certaine vision de la religion, notamment de la religion chrétienne. Et malheureusement, je pense que cette opposition à la religion, si elle a un sens dans certains pays, dans un certain contexte, malheureusement, c'est une opposition qui pour moi ne réussit pas très bien l'épreuve du temps, parce que forcément si on applique cette vision par exemple à des religions comme l'islam ou le judaïsme, on se rend très vite compte que cette espèce d'opposition rituelle cache souvent des problèmes d'antisémitisme ou des problèmes de racisme.
je pense qu'on a tous souvent entendu en France, et en tout cas dans les milieux militants, je suis pas raciste, je suis juste islamophobe, et en fait, la remarque est très vite suivie d'une remarque islamophobe. Donc, moi, de toute façon, la question de la religion, c'est pas quelque chose qui me fascine énormément dans ce style-là. C'est vrai il y a un problème depuis presque la création de ce style, un problème de récupération par de nombreuses personnes d'extrême droite, ce qui a donné un genre qui s'appelle le NSBM. Alors beaucoup de gens décrient cette appellation parce que euh, le NSBM n'a pas de caractéristiques musicales particulières. Les caractéristiques du NSBM, c'est tout simplement la haine raciale, en fait, et l'antisolidarité. Mais si c'est une étiquette politique, à cela déjà on pourrait répondre que le black metal à une époque se définissait par ses paroles, par le fait de parler de satanisme et d'être anti-religieux, anti-chrétien. Donc déjà on pourrait opposer cet argument-là. Pour moi c'est très important de lutter contre l'espèce de conformisme qu'on voit face à cette scène NSBM, et on voit très souvent, sans doute de moins en moins, parce qu'il y a de plus en plus de gens militants dans cette scène-là, mais il y a énormément de groupes avec des connexions abjectes et qui même récoltent de l'argent pour des organisations fascistes armées, hein, notamment en Ukraine. Et donc, je trouve que c'est très important qu'il y ait une scène, une espèce de contre-pouvoir, voilà, une scène qui s'assume RABM et qui lutte contre cette espèce de complaisance, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont voilà, se dire bon, ce groupe est raciste, ce groupe est antisémite, tiens, en telle année, ils portaient tous des swastikas, ça les faisait rire. Je pense on peut permettre à certaines personnes de grandir. C'est quand même un style à la base qui est un style adolescent, qui est pratiqué par des gens assez jeunes, en tout cas à sa création. Donc oui, on peut avoir une marge de rédemption. En tout cas, ça, je pense que c'est important de toute façon en milieu militant. Mais c'est aussi important de lutter contre la complaisance, quoi. Cette espèce de dynamique et de pensée, de dire oui, ce groupe est raciste, mais regarde quand même, c'est quand même vachement bien fait, quoi. Et moi, je peux entendre ce genre d'argument souvent pour des artistes problématiques qui datent d'il y a 100, 120 ans, 200 ans, de gens voilà, qui n'avaient pas forcément les mêmes mœurs, même si parfois ça peut être discutable parce que mis dans le contexte, on se rend compte que c'est quand même des gens problématiques à la base, malgré leur contexte. Mais c'est important, voilà, je pense, de lutter un peu contre ça, quoi. Contre cette espèce de complaisance de oui, mais l'artiste est tellement fort. C'est un raciste, mais qu'est-ce que c'est un bon artiste, quoi. Et l'artiste et le raciste ont le même compte en banque. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas de question à se poser. Il faut lutter contre cette forme de complaisance et il faut être de plus en plus présent et organiser de plus en plus de concerts et continuer d'être, de montrer, d'avoir une position forte par rapport à ça. Et je pense que c'est ce qui est en train de se passer parce qu'il y a de plus en plus de groupes qui, euh, qui chouinent parce que c'est difficile pour eux de tourner, d'aller enfin voilà, de se produire dans différents pays ou dans différentes villes parce que ils ont un passé houleux ou parce qu'ils n'ont pas envie tout simplement de dire quelque chose d'aussi simple et stupide que euh, les nazis sont des méchants. Donc voilà, moi je pense que faut savoir parfois faire une certaine part des choses, mais il faut quand même aussi se rendre compte que d'une certaine façon, il n'y a pas une demande énorme, quoi. La demande, c'est juste ne pas laisser des fascistes s'organiser dans leur coin et faire des concerts racistes où ils vont se réunir dans des trucs secrets pour s'organiser entre eux et voilà, dire non, c'est inadmissible que ce truc se fasse, surtout que il y a une posture complètement conformisme ou à part l'opposition à la religion qui est même pas toujours assumée dans les milieux d'extrême droite, on est dans un mode de vie et en tout cas on prône une vie très classique, très traditionnelle, très homophobe. Donc voilà, je trouve ça pas rebelle pour un sou et je pense que c'est d'autant plus révolutionnaire de s'approprier ce style et de dire bah voilà quoi, c'est sympa 5 minutes de jouer les méchants, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec notre art et est-ce qu'on peut quand même avoir un impact différent, quoi.
Alors, il me semble que c'était le 17 octobre 2019, on a sorti notre premier single, Nosotros los Echeguiña, donc Nous autres les Echeguiña, qui est un peu une espèce de morceau annonciateur de ce qui va se passer après, des thématiques qui vont être abordées. C'est un morceau de revendication, c'est un morceau voilà, qui essaye de, pour faire simple, qui dit voilà en quoi on croit et voilà ce qu'on veut dénoncer. Et on est ici pour faire quelque chose, pour construire quelque chose et pour dénoncer des agissements, pour parler de quelque chose aussi. C'est une thématique dont il faut parler. Et je pense que quand j'ai sorti ce single, j'avais plus d'appréhension sur le fait de sortir ma musique et qu'elle plaise, plutôt que peur d'un clash par rapport à l'aspect politique du projet. Et d'ailleurs, dans mon souvenir, j'ai pas l'impression d'avoir eu tant de barrières que ça lors de la sortie du single. C'est un morceau qui m'a permis de rentrer en contact avec énormément de monde un peu partout dans le monde. Voilà, comme je disais, on a fait des collectes de fonds, on est rentré en contact avec plein d'associations antifascistes un peu partout dans le monde. Il y a des gens qui m'ont envoyé les thèses de leurs amis sur l'indépendantisme basque par rapport à la lutte antifasciste irlandaise. Enfin, c'est complètement invraisemblable. On a commencé à rentrer en contact avec des gens aux États-Unis, au Brésil, au Chili, en Allemagne, en Italie, bien évidemment en France et en Espagne, en Angleterre, en Écosse. Donc, enfin, c'est une aventure assez folle. C'est aussi assez fou de se dire que presque un an après la sortie du single, il y a des gens qui écrivaient des articles de presque 2 pages Word sur le projet. Donc c'est bien plus que souvent n'est accordé à un album de 1h20, quoi. Donc ça c'est quelque chose... je suis très fier de tout ça. C'est quelque chose qui vraiment me remplit de fierté et surtout ça permet de se motiver à continuer ce projet. Je pense que les uniques remontrances que j'ai commencé à avoir, c'était un peu après. Il se trouve en fait que j'ai créé un compte Bandcamp fan lié à mon compte Bandcamp artiste. L'idée c'était d'être présent à la fois en tant que groupe musical, mais aussi en tant que personne qui écoute de la musique engagée et qui a envie de soutenir d'autres groupes. Donc une façon de rendre à la communauté, comme disent les Américains. Et donc jusqu'ici, en l'espace d'un an, un peu plus d'un an, j'ai acheté 115 disques de groupes engagés. Et à 2 reprises, en fin 2019, j'avais fait des petites playlists de groupes antifascistes et ça a moyen plu. J'ai eu droit à l'argument assez médiocre de t'écoutes ça parce que c'est de gauche, pas parce que ça te plaît, parce qu'en vérité c'est de la merde. Le militantisme, c'est vraiment un truc pour se donner un genre. C'est des merdes comme tout le monde. Donc c'était assez amusant de voir parfois des gens qu'on considère comme ses amis nous chier à la gueule. Après, voilà, il y a toujours forcément les gardiens du temple qui n'aiment pas qu'on leur dise que leur ancien pote de tel gros groupe est en fait hyper problématique et un gros incel en puissance, qui comprennent pas que par incel on puisse aussi désigner quelqu'un qui couche quand même avec des femmes et qui est juste abject avec un comportement problématique en fait. Donc je sais pas, je pense qu'il y a pas mal de gens qui n'aiment pas être confrontés au militantisme des autres. Ça, sans doute ça les renvoie à leur propre inaction, ou alors ça les emmerde de se rendre compte que quelqu'un qui peut-être n'avait pas une présence très militante sur les réseaux sociaux, voilà, n'est pas de leur bord, ou tout d'un coup va peut-être changer la couleur de leur fil d'actualité. Donc après, ce sont des expériences formatrices, quoi. C'est pas quelque chose qui m'a empêché et qui m'empêchera de continuer mon projet. Et c'est une question de garder son cap, en fait. Et quand on est là pour faire quelque chose, il y aura forcément quelqu'un qui voudra nous mettre des bâtons dans les roues. Mais après, il suffit de se rappeler de qui on est, pourquoi on fait ça. Et c'est pas des gens un peu réactionnaires ou qui vénèrent Peste Noire ou des quarantenaires qui jurent que par le live in Leipzig de Mayhem qui vont m'empêcher d'avancer dans mon projet, quoi, clairement. Donc j'ai pas eu plus de problèmes que ça, je dirais. Puis même les 2 concerts qu'on a fait étaient soit dans des locaux antifascistes, soit organisés par l'AIM. Donc forcément, on a eu des publics assez avertis, on va dire. Donc j'ai pas eu de conversation particulièrement désagréable après être descendu de scène. Donc je pense que je suis assez reconnaissant finalement de l'attention et de l'intérêt que suscite ce projet.
Et voilà, je pense que j'ai reçu plus d'encouragement que je n'ai reçu d'injonction à arrêter ce que je faisais. So, this next song goes out to all the anarchists, all the anti-fascists, the people who fucking fight the women's struggle, the people who protect the fucking environment, the people who fucking help us cross borders, the people who fucking liberate animals. This goes out to the people who've chosen to sort this out themselves in their own fucking communities. Because we can fucking do it, and we can fucking... Alors le concert de l'AIM, c'est pas juste, j'en ai pas juste des souvenirs. Il faut comprendre que le concert de l'AIM, et bon, je dis ça sans vouloir flatter, c'était un cap. Lancer Etxeguiña, c'était une course contre la montre, véritablement. On a enregistré un single le 29 septembre 2019, qui devait sortir le 17. On l'a enregistré en live et on a dû répéter un set de 17 minutes, 4 fois à tout casser. Et j'ai terminé d'écrire les paroles d'un des 3 morceaux 2 jours avant le concert. Donc c'était un véritable marathon. Ça aurait pu être une catastrophe total, un ratage complet, surtout étant donné que le lendemain de ce concert avec Morte Éminence, Déception et Sanates, on jouait à Angers dans un local Antifa, donc ça aurait pu être un double ratage, mais comme j'étais bien entouré, tout s'est bien passé et ça a été une véritable aventure formidable, avec un public très réceptif, beaucoup de gens sont venus parler avec nous, parfois même des gens encartés à la CNT, dont des anciens amis que j'ai retrouvés, des Espagnols immigrés, donc c'était assez cool parce qu'il y avait un côté un peu invraisemblable parce je voulais vraiment qu'on se détache du reste des groupes et on vendait des bouquins sur la guerre civile espagnole et il y a plein de gens qui ont trouvé ça super original. Donc sur le week-end, on a dû vendre 5 ou 6 bouquins et c'était aussi un facteur qui amenait, qui forçait les gens un peu à venir parler avec nous, quoi. C'était quelque chose qui leur donnait envie de discuter, donc c'était assez formidable. On a eu des propositions qui bon, n'ont pas pu aboutir à cause de la crise Covid, mais on m'a quand même proposé de jouer pour le festival de la CNT. Alors qu'on allait à Angers, sur la route d'Angers, j'ai quelqu'un qui m'a contacté pour peut-être jouer à Guernica pour l'anniversaire des bombardements. Donc ça a été on va dire que c'était 2-3 mois d'euphorie, de lancement, avec un peu des étoiles dans les yeux. Donc ça a été quelque chose de formidable d'être dans cette ambiance-là d'organisation, de gestion, avec toutes les tables pleines de flyers, les groupes qui sont tous très alignés politiquement, et de voir cette ambiance, c'est assez rare, je trouve. J'ai l'impression qu'il y a de moins en moins d'associations qui sont politiquement, qui s'assument politiquement, et qui vont avoir un message fort et qui vont peut-être dire si tu fais de la merde à nos concerts, t'es pas le bienvenu, enfin, ça sert à rien que tu viennes ici, ou qui vont peut-être faire aussi un peu le ménage. Moi j'ai des souvenirs parfois de concerts dans des squats où des mecs se pointaient avec des patchs peste noire et ils comprenaient pas qu'on leur dise de se casser, ou en tout cas d'enlever sa veste. Donc pour moi c'était une expérience assez unique, très voilà, dans cette espèce de rush permanent. Donc la redescente a été un peu dure parce que entre la crise sanitaire, des problèmes de santé, etc., on n'a pas pu terminer un peu sur notre lancée, mais c'était une période vraiment très excitante, quoi, et vraiment avec un véritable bouillonnement créatif en tout cas. Les projets pour la suite, j'en ai plein. Tout d'abord, il y a la finalisation de ce premier EP 4 titres qui devrait faire 20 minutes, qu'on va enregistrer au Nidstang Studio. C'est le studio du batteur d'Akedia Mundi, qui a produit notre dernier EP et qui bosse avec de plus en plus de groupes. C'est c'est un petit local rempli d'amplificateurs de tout genre, donc c'est un endroit un peu formidable. Et une fois qu'on aura sorti cet album, on devrait pouvoir le produire en cassette et en CD. Je suis déjà en contact avec des labels espagnols et allemands qui sont plus ou moins engagés, en tout cas des labels parfois avec qui je partage une histoire personnelle, mais qui aussi ont un rapport avec les événements dont je parle.
Donc c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi, en tout cas pour le lancement de ce projet. Et une fois qu'on aura lancé ça, bien évidemment, il faudra promouvoir ce disque et continuer de parler de toutes ces thématiques-là. Suite à une grosse période de convalescence, j'ai pu énormément composer. Et donc, l'avantage d'avoir attendu si longtemps pour sortir ce premier disque, c'est que la suite est déjà prête. Donc, je travaille actuellement sur un split avec un groupe dont j'ai déjà parlé plus tôt dans cet entretien. J'ai aussi un projet de disque acoustique assez court. Donc, j'ai deux projets de format un peu court qui tournent autour d'un quart d'heure, 20 minutes, qui devrait sortir après cette EP, et puis également un projet d'album qui ne devrait pas dépasser les 35 minutes. Mais donc voilà, c'est un véritable plaisir d'être entre guillemets assis sur autant de chansons. D'un point de vue personnel, c'était aussi une véritable indépendance, puisque bon, comme il y a ce fameux départ programmé de mon ami Titouan, c'était l'occasion pour moi de prendre les rênes complètement et d'être le vrai capitaine, on va dire, de tout le navire et de tout gérer, entre guillemets. Et donc c'est quelque chose qui peut être un peu solitaire, mais c'est aussi, je pense, l'expérience que je voulais avoir. C'était de pouvoir gérer un projet de A à Z, et c'est véritablement enrichissant. Et donc je pense que ce qu'on va essayer de faire surtout, c'est de continuer sur cette lancée, continuer de faire autant qu'on le peut des collaborations, d'être sur des compilations, de faire des collectes de fonds et d'essayer d'avoir un impact grâce à notre musique, d'informer les gens qui nous écoutent sur la guerre civile espagnole, sur les conséquences que ça a encore aujourd'hui, sur les difficultés que c'est de traverser un événement qui a déjà presque 100 ans, mais pour lequel il y a une véritable dualité en Espagne. C'est un pays très particulier, divisé en communautés autonomes, certaines qui ont un statut spécial. Moi, je suis originaire du Pays Basque, et au Pays Basque, il y a, comme en Galice et en Catalogne, il y a eu une véritable censure et une véritable interdiction de pratiquer ces langues-là. Donc c'est une histoire très forte. Moi, je suis assez las d'entendre, en tout cas, qu'il ne faut pas en parler parce que c'est rouvrir des blessures fermées depuis longtemps. Mais lorsqu'on est blessé et que la blessure commence à gangréner, qu'elle soit fermée ou pas, faut rouvrir et il faut nettoyer la plaie, quoi. Donc je pense que c'est dans cette optique-là que se place ce projet-là. Et je suis très content de voir que c'est très bien reçu, même de la part de gens qui sont pas forcément antifascistes. Et j'exclus pas du tout la possibilité de faire des collaborations avec des paroliers catalans, galiciens et basques pour donner à ce projet encore plus cette marque de une importance régionale forte, sans aller vers le nationalisme bien sûr, mais de parler, par exemple, la thématique de l'interdiction de la langue, c'est quelque chose qui est également lié à la thématique du silence imposé par le régime fasciste. Donc c'est des choses dont il faut parler et qu'il ne faut pas oublier non plus, quoi. Donc voilà, c'est un peu tous les projets qu'on a en stock, et on espère pouvoir explorer de divers horizons, en passant par les disques acoustiques, des disques en catalan ou en basque, ou peut-être en français ou en anglais, et explorer le côté un peu international aussi de notre position politique proche de l'anarcho-syndicalisme.